Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer de parler de la vie de Rosemary Brown. Donc la dernière fois, rappelez-vous, nous en étions restés au moment où Rosemary, travaillant à l'école, dans les cuisines de l'école où sont ses enfants d'ailleurs, fait une chute et est obligée d'être immobilisée pendant un petit peu de temps. Et peu à peu, elle se remet au piano et à recevoir de la musique qui vient essentiellement, disons, guidée par Franz Liszt. Mais jusque-là, Franz Liszt ne lui parle pas, en fait. Mais un jour, il commence à s'adresser à elle. Alors, comment il va commencer à s'adresser à elle? Eh bien, en lui donnant le nom des morceaux qu'il lui envoie. Donc, vous savez qu'il se sert de ses mains, en fait, des mains de Rosemary, pour diriger sur le piano et pour qu'elle puisse jouer la musique qu'il lui envoie. Donc, il lui explique, et Rosemary dira que la communication avec Franz Liszt est tellement évidente, tellement simple, qu'elle en oublie par moments qu'il est dans l'au-delà et qu'elle a l'impression de parler avec une personne qui est sur Terre. Et puis, elle dira aussi que malgré tout, quand elle réalise qui lui parle, elle est très impressionnée. Parce que, oui, Franz Liszt, c'est quand même quelqu'un d'important. Ce qui ennuie Rosemary, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que Liszt lui envoie la musique, eh bien, elle ne le prend pas en note, elle ne l'écrit pas. Et un jour, elle dit quand même, il faut que j'arrive à écrire la musique que vous m'envoyez. Alors, elle commence à vouloir la noter, cette musique, sauf qu'elle n'a aucune connaissance dans ce qui est la pratique de la musique. Elle n'a aucune connaissance musicale par rapport à la notation musicale. Donc, ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et puis, en fait, eh bien, comme elle n'a pas cette connaissance, elle va faire des erreurs. Donc, elle se rend compte que ce n'est pas juste. Alors, elle s'agace un petit peu. Et puis elle dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cours de piano pour avoir un petit peu plus de théorie, de pratique. Donc, elle va prendre des cours de piano, sauf que pendant ce temps-là, elle ne reçoit pas la musique des différents musiciens qui peuvent venir, donc ça ne lui convient pas. Donc, elle finit par arrêter les cours de piano pour se consacrer à la réception des musiques que les musiciens lui envoient. Et puis, elle va en parler à Liszt. Elle va lui dire j'aimerais tellement pouvoir noter la musique, comment on pourrait faire? Et là, en fait, Liszt et les autres musiciens, donc Beethoven, qui est venu souvent, Chopin, Mozart, Schubert, lui disent bien, on va vous dicter. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. À partir de ce moment-là, quand ils viennent pour lui passer de la musique, ils vont dicter les notes pour qu'elle puisse les écrire, puisqu'elle n'a pas cette connaissance, qu'elle puisse les écrire. Alors pour eux et pour Rosemary, c'est plus long, mais comme ça, elle a une trace de tout ce qu'elle reçoit. Et c'est quand même plus simple pour elle. Alors un jour, elle pose une question à Liszt, parce qu'en fait, Liszt, c'est l'organisateur du groupe de musiciens qui vient pour passer de la musique à Rosemary Brown. Donc c'est lui, qu'elle a le plus souvent en contact. Un jour, elle lui pose la question à Liszt. Elle lui dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai été choisie. Pourquoi moi? Donc, Liszt lui répond, mais ça, c'est une décision que vous avez prise bien avant d'être née. Vous avez accepté d'avoir ce lien avec nous, de notre monde, de faire le lien entre notre monde et la Terre, quand vous étiez dans un autre état de conscience, quand vous étiez, quand vous n'étiez pas encore sur Terre. Et donc là, elle lui dit, en fait, je ne comprends pas, puisque vous me dites que c'est quelque chose qui a été choisi et que vous, quelque part, vous l'avez accepté aussi, donc Liszt répond oui, elle lui dit, je ne comprends pas pourquoi, en fait, on ne m'a pas fait naître dans une famille où j'aurais eu une éducation musicale, où en fait la musique aurait fait partie de cette famille et où ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Et là, Liszt lui répond
mais si vous aviez une connaissance musicale, vous n'auriez été d'aucune utilité pour nous. Pourquoi? Parce que, en fait, le but de pourquoi vous avez été choisi, pourquoi vous avez accepté de jouer ce rôle, c'est qu'en fait, comme vous n'avez pas de connaissance musicale, il y a le côté exceptionnel de ne pas connaître la musique, mais de recevoir de la musique des plus grands musiciens qui ont pu passer sur Terre. Si vous aviez eu cette connaissance, eh ben, tout de suite on aurait mis en doute votre parole en disant mais non, en fait c'est parce qu'elle connaît très très bien la musique et le piano qu'elle joue, mais en fait ça n'a rien à voir, elle ne reçoit rien de l'au-delà. Donc il fallait une personne qui n'ait pas de connaissance. Et puis il ajoutera en plus, vous auriez une théorie et une pratique qui nous auraient bloqués, parce que vous auriez par moments voulu faire à votre façon, alors que là, comme vous ne connaissez pas, eh bien c'est fluide et vous passez, vous recevez ce qu'on vous envoie sans hésitation, sans vouloir mettre votre patte quelque part. Et puis enfin, il lui dit, et puis la dernière aussi explication, c'est que si vous aviez été une virtuose du piano, eh bien vous auriez fait votre carrière pour vous. Vous auriez voulu qu'on vous connaisse pour vous, pour votre qualité, votre talent. Et vous n'auriez pas été au service d'esprits désincarnés qui viennent vous envoyer leur musique. Donc voyez bien qu'il était nécessaire que vous n'ayez aucune formation musicale. Alors, suite aux explications de Liszt, eh bien Rosemary, elle lui pose une question. Elle lui dit, mais en fait, j'aurais peut-être pu avoir une vie quand même un peu plus facile. Pourquoi j'ai eu pas une vie? Parce que j'ai vraiment souffert par moments, ça a été extrêmement difficile. Pourquoi je n'ai pas eu une vie plus facile pour pouvoir, en fait, comment dire, me consacrer à ce que vous attendez de moi? Parce que par moments, je me suis sentie écrasée par la charge qui était la mienne. Et Liszt lui répond, mais vous avez accepté, avant de vous incarner, d'avoir une somme de souffrances qui vous permettrait d'avoir une sensibilité qui allait se développer. Et il lui explique en lui disant, en fait, des personnes qui ont des vies faciles, placides, eh bien, elles n'ont pas la réceptivité nécessaire. Donc, pour que vous puissiez recevoir convenablement, il fallait, et avoir cette sensibilité, cette réceptivité, il fallait que vous puissiez accepter d'avoir cette souffrance dans ce parcours. Et voyez, parenthèse, hein, mais voyez comme c'est intéressant et comme on voit à quel point Rosemary est médium, parce que, en fait, c'est très souvent ce que les guides nous expliquent. C'est-à-dire que nous avons, en tant que médium, des parcours qui ne sont pas simples. Je ne connais pas un seul médium autour de moi, un vrai, hein, j'entends parler des vrais médiums, hein, pas de ceux qui se font passer pour, hein, le vrai médium. Je ne connais pas, de tous ceux que je peux côtoyer, je n'en connais pas un qui a eu une existence facile, qui a eu énormément d'épreuves. Parce qu'on nous teste déjà pour voir si on est solide pour pouvoir aider les autres. Mais effectivement, au fur et à mesure des épreuves, on se rend compte qu'il y a cette sensibilité qui est de plus en plus accrue et la réceptivité qui en est beaucoup plus facilitée. Donc vous voyez, c'est intéressant. J'avais envie de faire cette parenthèse pour vous dire à quel point c'est intéressant de voir combien Rosemary Brown était médium et que, en fait, Liszt eh bien, vient lui donner l'explication qu'on nous donne, en fait, à nous tous, à partir du moment où on a cette possibilité de recevoir des messages par rapport à l'au-delà. Alors Liszt va lui dire trois phrases qui sont, comment dire, je pense, qui sont importantes. Il va lui dire comment vouliez-vous connaître le courage sans avoir face à vous du danger? Comment voulez-vous connaître le bonheur si vous n'avez jamais eu de cause de chagrin? Comment voulez-vous avoir de la compassion pour les autres si vous n'avez pas souffert vous-même? Vous voyez comment c'est important, en fait, ce que Liszt lui explique par rapport au chemin difficile
qu'elle a eue. Parce que là, on va voir, hein, dans la continuité de ce que je vais vous expliquer, que c'est vrai qu'elle n'a pas été bien épargnée. Hein. Elle a vécu beaucoup de choses compliquées. Mais revenons un petit peu en arrière pour que vous compreniez comment, en fait, sa notoriété a pu venir à Rosemary, comment on a parlé d'elle. En fait, sa mère, à Rosemary, à la fin de sa vie, elle était totalement ouverte à l'au-delà, persuadée qu'il y avait la survie de l'âme, et elle faisait partie d'un cercle spirituel. Elle s'y rendait régulièrement et elle était devenue amie avec une femme qui était dans ce cercle spirituel, qui s'occupait de ce cercle spirituel. Alors un jour, elle parle à Rosemary, sa mère, et elle lui dit « Rosemary, je te demande, promets-moi que quand je serai partie de la terre, quand j'aurai quitté ce monde, tu iras, tu rencontreras cette femme dans le cercle spirituel où je me rends moi régulièrement. Promets-le-moi. » Donc Rosemary lui dit « D'accord, je te promets, je rencontrerai cette dame. » Quelque temps plus tard, un matin, Rosemary voit sa mère devant elle. Elle la voit avec des cheveux magnifiques, avec des dents qui sont de nouveau très blanches, avec des mains superbes, très belles. Et là, déjà, elle se rend compte que c'est pas normal, qu'il se passe quelque chose. Et elle entend sa mère lui dire « Je vais enfin aller voir Eric. Je vais pouvoir enfin voir Eric. » Qui est Eric ? Eric, c'est le frère de Rosemary. Et le frère de Rosemary, il est mort alors qu'il avait à peine 15 ans dans un accident de voiture. Alors bien sûr, Rosemary, qui est médium, tout de suite, elle comprend. Et elle se dit « Ah, ma mère vient de décéder. » Et effectivement, quelques instants plus tard, le téléphone sonne et on lui annonce que sa maman vient de décéder à l'hôpital. Donc voilà, elle s'occupe des différentes démarches. Une semaine après le décès de sa mère, on frappe à sa porte chez elle. Elle va ouvrir et là, elle se trouve face à une femme qu'elle ne connaît pas. Et cette femme lui dit « Voilà, je me présente, je suis l'amie de votre maman, je fais partie du cercle spirituel et elle est partie donc la semaine dernière, mais elle m'a demandé, elle est venue me voir depuis qu'elle est partie, elle est venue me voir pour me dire qu'il fallait absolument que je vienne vous voir et me présenter à vous. Et puis, elle m'a dit que c'était important parce que vous n'oseriez pas venir dans le cercle spirituel si je ne vous parlais pas, parce que vous avez peur d'avoir quelque chose à payer. » Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Rosemary, elle travaille toujours à la cuisine des écoles où vont ses enfants, et donc elle a un salaire qui est au minimum. Elle ne peut pas se permettre de faire des dépenses, trop de dépenses inconsidérées. Donc, elle fait attention à tout ce qu'elle fait. Et là, cette femme lui dit « Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez rien à payer en venant au centre. Si un jour vous pouvez donner quelque chose, vous donnerez. Mais tant que vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, vous serez la bienvenue. » Alors Rosemary, elle se rappelle quand même de la promesse qu'elle a faite à sa mère. Hein. Donc 1 mois après le décès de sa mère, elle se rend au centre spirituel. Et en fait, elle va devenir totalement assidue. Elle va y aller très très souvent à ce centre spirituel et elle va rencontrer plein de personnes, dont cette femme qui était amie avec sa mère. Et puis en plus, ce qui lui fait plaisir, c'est que quand elle est dans ce centre spirituel, elle a très très souvent sa mère qui vient lui donner des messages. Donc, elle a pris pour habitude d'y aller régulièrement. Un jour, cette femme, amie de sa mère, lui présente une autre dame qui, elle, fait partie de l'église spirituelle et des spiritualistes, de l'église des spiritualistes. Et c'est une femme, c'est Madame Pendental, elle s'appelle, et cette femme, en fait, c'est elle qui s'occupe de l'orgue à l'église, justement, qui joue de l'orgue dans cette église des spiritualistes.
Donc elles sympathisent, elles parlent ensemble. Donc bien sûr que Rosemary lui explique qu'il lui arrive de jouer un peu au piano, mais sans lui expliquer comment, pourquoi, parce qu'elle reçoit des compositions des musiciens. De ça, elle n'en parle pas. Quelque temps plus tard, cette fameuse église va acheter un orgue, un nouvel orgue. Mais cette fois, elle prend un orgue électrique. Et Madame Podenthal s'adresse à Rosemary et elle lui dit en fait, vous savez, moi, je ne suis pas à l'aise avec cet orgue électrique. Est-ce que vous ne voudriez pas plutôt, vous, en jouer ? Donc Rosemary lui dit, mais je ne saurais pas. Je ne vois pas comment, avec le peu de piano que je fais, je pourrais me mettre à jouer de l'orgue. Et puis elle demande à Liszt quand même. Et elle lui dit, est-ce que vous pensez que je peux le faire ? Et Liszt lui dit, oui. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez jouer de l'orgue. Alors, eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Et Liszt, pendant qu'elle joue de l'orgue, eh bien, il va lui transmettre de la musique, sa musique à lui, pour qu'elle puisse jouer sa musique à lui, avec l'orgue. Donc, voilà, ça dure quelque temps, mais très vite, en fait, ça la lasse, elle n'a plus envie. Donc, un jour, elle dit à Liszt, j'ai pas envie de continuer à jouer de l'orgue, ça me correspond pas, j'ai pas envie de ça. Et là, Liszt lui dit, n'arrêtez surtout pas. C'est très important pour l'après que vous continuiez à jouer de l'orgue. Alors Rosemary, là, elle comprend pas. Et elle dit, mais je ne vois pas, en elle-même, elle se dit, mais je ne vois pas pourquoi jouer de l'orgue va être important par rapport à la musique que je reçois. Alors, comme Liszt lui demande de continuer, lui dit il faut absolument continuer, elle ne comprend pas pourquoi, mais elle le fait. Liszt lui dira plus tard qu'en fait, si elle ne l'avait pas fait, eh bien, elle aurait toujours reçu la musique des compositeurs, mais pour son propre plaisir chez elle. Mais personne n'aurait pu connaître à l'extérieur. Mais sur le moment, elle ne comprend pas, mais elle continue. Elle continue quand même. Et là, d'un seul coup, eh bien, les choses vont commencer à s'enchaîner autrement pour Rosemary. En fait, un jour, elle va avoir un concert dans cette église, donc elle s'entraîne la veille. Elle vient pour jouer de l'orgue, pour s'entraîner, parce qu'elle sait qu'elle est seule dans l'église, donc elle va pouvoir jouer les morceaux sans que personne l'entende. Mais ce même jour, à côté de l'église, il y a une femme, Gladys Smith, qui, elle, donne des consultations psychiques. Et donc, elle se trouve là, mais il se trouve que ce même jour, dans une pièce à côté aussi, se trouve un guérisseur extrêmement connu qui vient donc pour recevoir des personnes. Or, il se trouve que tout le monde va voir ce guérisseur. Et Gladys Smith, elle n'a pratiquement personne. Elle a juste une personne qui vient la consulter. Et quand elle a terminé cette consultation, elle se dit, tiens, je vais faire un tour à l'église. Donc elle rentre dans l'église, et puis là, elle entend la musique qui est jouée dans l'église. Donc elle s'approche, et là, Rosemary se rend compte qu'elle n'est plus toute seule, donc elle s'arrête de jouer. Gladys Smith lui dit « Oh, s'il vous plaît, c'est tellement beau, vous voulez bien continuer ?» Donc, Rosemary s'exécute et elle reprend à jouer la musique que Liszt lui envoie. Une fois que c'est terminé, Gladys Smith lui pose une multitude de questions. « Mais enfin, cette musique, mais elle est de qui? Comment vous la recevez ?» Donc, au départ, Rosemary, elle n'ose pas trop en parler. Elle n'ose pas trop. Et puis d'un seul coup, elle lui dit qu'elle le reçoit parce que c'est un esprit de l'au-delà qui lui envoie cette musique. Donc là, les questions fusent. Un esprit de l'au-delà, mais est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et comment vous le recevez? Par écriture automatique? Comment ils font? Comment ça se passe? Vous voyez, elle est passionnée quelque part, Gladys Smith. Et donc, Rosemary, elle est un peu en confiance. Et puis, elle commence à lui expliquer un petit peu comment ça se passe.
Et Gladys Smith lui dit « Écoutez, mais il faut absolument que vous rencontriez un couple d'amis que je connais, qui font partie de l'église d'études psychiques. En plus, je pense que ça va vous plaire énormément parce qu'ils ont un piano d'une sonorité exceptionnelle. » Alors Rosemary, elle est un petit peu tentée, hein, avec ce piano dont vient de lui parler Gladys Smith et tout. Elle accepte. Elle accepte de rencontrer ces personnes. Donc, c'est ce qui se fait. Et elle les rencontre. Effectivement, il lui propose de jouer sur ce piano et elle se rend compte qu'il est vrai que c'est une sonorité exceptionnelle et qu'elle peut encore jouer encore mieux que d'habitude les morceaux que Liszt lui envoie. Donc, elle est très contente de ça. Et puis, ça lui permet de rencontrer plein d'autres personnes qui sont tous bienveillants dans cette église d'études psychiques, qui en même temps sont bienveillants, qui en même temps sont intéressés par le travail qu'elle fait. Et comme ce sont des personnes qui ont une connaissance musicale importante, eh bien, ça lui donne confiance en elle. Parce qu'elle se dit, jusque-là, en fait, elle a reçu la musique de Liszt. Alors, elle n'a jamais contesté que Liszt était un grand musicien, on est bien d'accord. Mais c'était elle, de la manière dont elle leur transcrivait, dont elle pouvait douter. Parce qu'elle n'avait jamais eu personne qui lui avait dit que c'était bien ou que c'était pas bien. Or là, avec tous ces gens nouveaux qu'elle rencontre, grâce à ce couple, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont une connaissance musicale poussée et qui lui disent « Mais ce que vous jouez est extraordinaire, de la manière dont vous le jouez, c'est extraordinaire. » Donc, ça lui donne la confiance en elle qu'elle n'avait pas. Un jour, parmi toutes ces personnes qu'elle rencontre, eh bien, elle fait la connaissance de Sir George. Sir George. Et en fait, eh bien, comme on a parlé à ce monsieur de ce que faisait Rosemary, il veut absolument l'écouter. Donc, il vient à un concert parce qu'en fait, ce couple de personnes organise des petits concerts que Rosemary peut donner. Et il vient écouter Rosemary. Et là, lui, tout de suite, se dit « c'est exceptionnel ». Ce qui est en train de se passer là est vraiment pas normal. C'est un cas exceptionnel, extraordinaire, que le cas de Rosemary Brown. Donc, quand elle a fini de jouer, il lui dit « il faut absolument qu'on se parle ». Donc le lendemain, ils se rencontrent et il lui demande si elle accepte de lui prêter des compositions pour qu'il les montre à Mary First, qui est une amie à lui, qui a une connaissance poussée musicalement parlant. Et il dit « j'aimerais connaître l'avis de Mary First par rapport à ces compositions que vous recevez ». Donc elle accepte, Rosemary, elle accepte de confier ses compositions à Sir George. Et pendant que cet homme lui parle, eh bien, elle voit un homme à côté de lui. Elle voit un homme à côté de lui et cet homme lui dit « je m'appelle Donald Tovey ». Et elle peut le décrire à Sir George. Sauf que Sir George ne connaît pas Donald Tovey. Donc, il dit à Rosemary « écoutez, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, je vais en parler à Mary First parce que peut-être qu'elle le connaît. Moi, je ne sais pas qui c'est. » Et Rosemary pense que c'est un éditeur de musique, ce Donald Tovey, parce qu'il ne se présente pas vraiment à elle. Donc, Sir George fait passer les compositions à Mary First, qui très très vite donc, les écoute et contacte Sir George en lui disant « mais c'est indéniable, il ne peut pas y avoir de supercherie, c'est indéniable qu'elle reçoit de la musique de musiciens qui sont passés de l'autre côté. Il y a un morceau que vous m'avez confié, et là je retrouve tout à fait le style beethovenien, de Beethoven. Donc c'est absolument extraordinaire ce cas de Rosemary.
Et donc, en même temps, Sir George lui parle de Donald de Tovey et elle lui dit « Mais oui, la description que vous m'en faites, mais c'est tout à fait comme ça qu'il se présentait. Et Donald de Tovey, mais il a été mon professeur. » Et en fait, Donald de Tovey, Rosemary apprendra que c'était un compositeur, un pianiste et un musicologue. Donc, Mary First confirme que c'est vraiment exceptionnel tout ce que peut recevoir Rosemary, que ça soit de Beethoven, que ça soit de Liszt, que ça soit de Chopin, que ça soit de Mozart ou de Schubert, que c'est absolument exceptionnel. Alors, au même moment où, en fait, Mary First, elle est professeure de musique dans l'école où Sir George est recteur. Au moment, en fait, où Mary First confirme que c'est exceptionnel, ce cas de Rosemary Brown, en même temps, Liszt commence à dire à Rosemary qu'il va falloir qu'elle ait un auditoire beaucoup plus vaste pour que la musique qui est transmise soit connue de façon plus large à travers le monde. Mais Rosemary, elle ne sait pas comment faire, parce qu'elle se dit, mais je ne suis pas une virtuose du piano pour pouvoir me permettre de faire des concerts. Je ne suis pas suffisamment virtuose pour pouvoir le faire. Donc elle ne sait pas, elle, ce qui va se passer. Mais vous allez voir l'enchaînement des situations, en fait. Alors, Sir George et puis Mary First, ils parlent de Rosemary, parce que c'est un cas tellement extraordinaire. Donc, ils se disent, mais il va falloir que Rosemary reçoive encore plus de compositions de ces musiciens. Seulement, ils savent très bien que Rosemary n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle travaille et que ce travail lui permet de nourrir ses enfants et de payer tout ce qu'elle a à payer. Et ils se disent, mais tant qu'elle va garder ce travail, elle ne pourra pas être à fond dans la réception des compositions que les musiciens lui envoient. Alors, ils vont décider tous les deux de créer un fonds qui va permettre à Rosemary d'avoir de l'argent sans être obligée de continuer à travailler. Alors ils vont demander à tous les gens qui l'entourent, tous les gens qui les entourent, tous ceux qu'ils connaissent, s'ils veulent bien participer à ce fonds, parce que ce sont des gens qui ont des bonnes situations, donc ils peuvent le faire. Et en fait, ils récoltent tellement de fonds, qu'ils peuvent dire à Rosemary, vous pouvez arrêter votre travail, vous n'êtes plus obligé d'aller travailler à l'école, parce que vous allez avoir un salaire à la fin du mois avec tous ces gens qui ont participé pour que vous puissiez continuer à recevoir les œuvres des musiciens. Donc Rosemary, elle accepte, elle est contente, et puis elle se dit, les musiciens vont être contents aussi, parce que comme ça, je vais pouvoir recevoir davantage. Sauf que elle s'est engagée pour 2 ans. Elle s'est engagée pour le faire pendant 2 années. Et très vite, au bout de quelques mois, Rosemary, elle se sent plus bien. Elle se sent plus à l'aise du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle se sent comme prisonnière, comme sous surveillance continuellement. C'est-à-dire que Rosemary et Sir George lui font comprendre que des fois, elle n'en reçoit pas assez, qu'il faudrait qu'elle reçoive davantage, qu'elle soit encore plus en réceptivité pour avoir encore plus d'œuvres qui arrivent des musiciens. Et pour elle, ça commence à devenir trop lourd. Et à un moment donné, elle dit « je démissionne, quoi. J'en ai assez, là j'arrête, je peux plus ». Sauf que les musiciens qui passent, les différents musiciens élites lui disent « il faut absolument que la musique qu'on vous transmet soit connue du monde entier, que ce phénomène, comme quoi on peut passer à travers un médium pour faire jouer de la musique à une personne qui ne connaît pas le piano, mais qu'on peut continuer à créer des œuvres depuis l'au-delà, il faut absolument que vous arriviez à ce que ça soit connu mondialement. » D'un côté, il y a cet aspect des musiciens qui disent ça. De l'autre côté, vous avez Sir George et Mary First qui disent non, il faut rester en petit comité, il ne faut pas que ça s'ébruite de trop. Donc elle est ballottée entre les deux, Rosemary. Mais déjà, elle commence à se poser la question et à se dire qu'est-ce qui est le plus important ? De satisfaire
Sir George et Mary First ou de satisfaire les musiciens. Déjà là, la balance, elle penche du côté des musiciens, bien évidemment. De plus, Beethoven intervient. Et Beethoven va lui dire, écoutez, si vous ne faites pas d'efforts pour que notre musique se répande à travers le monde, alors je considérerais que tout ce que je vous ai donné n'a servi strictement à rien. Et à partir de là, eh bien, elle se dit, là, je n'ai plus aucune hésitation. Je vais continuer, il faut que je continue à faire connaître cette musique. Alors, eh bien, elle va, comme malgré tout, ça commence à se dire par rapport aux petits concerts qu'elle a pu donner, et où elle recevait de la musique, parce que même s'il n'en parlait pas beaucoup, mais Sir George et Mary First en parlaient quand même un petit peu. Donc ça commence à se développer un peu. Et le fait qu'elle affirme qu'elle voulait faire plaisir à ce que faire plaisir aux musiciens et faire ce que les musiciens demandaient, et bien d'un seul coup, elle a un jour, ça commence par un correspondant d'un journal américain qui va lui demander une interview. Alors, Sir George et Mary First essayent de retenir la chose, et comme ils ont quand même un petit peu un regard, puisqu'elle s'était engagée pendant 2 ans, hein, ils vont faire traîner, mais ils ne peuvent pas faire traîner trop longtemps quand même. Et ce correspondant, il dit à Rosemary, voilà, je vais vous interviewer, mais j'aimerais poser des questions aux musiciens. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu côté sournois quand même de ce correspondant, parce que en disant je vais poser des questions aux musiciens, c'est aussi une façon de dire comme ça je vais voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous voyez quand même, hein. Donc ça commence, mais là pour le moment c'est doucement. Mais il y a quand même toujours ce côté un petit peu de scepticisme qui rentre en ligne de compte. Donc il lui donne une liste de questions à poser aux musiciens, mais Rosemary le dira, et c'est tellement vrai ce qu'elle dit, elle dira, mais tout médium sait très bien que l'au-delà n'est pas à notre disposition. Et que ce n'est pas parce que je vais poser des questions aux musiciens qu'ils vont forcément leur répondre tout de suite aux questions. Et c'est ce qui se fait, ils ne répondent pas tout de suite. Donc, la date de l'interview arrive, elle n'a pas la réponse aux questions. Mais le correspondant dit, c'est pas grave, je vais quand même vous interviewer, vous allez expliquer comment ça se passe. Donc l'interview se passe, et puis Rosemary, eh bien, elle va questionner quand même ces musiciens qui vont finir par répondre. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les questions qui ont été posées à tous les musiciens, parce que ça serait trop long, mais donc il y a eu des questions posées à Chopin, à Mozart, à Debussy, à Schubert, et puis, première question qui a été posée, c'est à Beethoven. On demande à Ludwig van Beethoven qu'est-ce qu'il a pensé de Liszt la première fois qu'il l'a entendu. Alors Beethoven va répondre que, en fait, la première fois qu'il a entendu Liszt, c'était à un concert de Liszt et que Liszt n'avait que 12 ans. Donc vous voyez que c'était quand même, il était précoce Liszt. Hein. Et c'était pas la première fois qu'il faisait un concert, qu'il donnait un concert. Donc il dira que c'est là la première fois où il a entendu Liszt, que tout de suite il a vu la dextérité de cet enfant face au piano, de la façon, la facilité qu'il avait à jouer, de côté impressionnant déjà pour un enfant de cet âge-là. Et il dira qu'en fait, il est persuadé que Beethoven aura une grande renommée plus tard et que ça va devenir un virtuose du piano exceptionnel quand il sera arrivé à maturité, à l'âge de la maturité, c'est-à-dire ce qui lui permettra d'être plus calme et d'avoir un peu plus de rigueur dans sa manière de travailler, en fait. Alors, la deuxième question qui est posée à un musicien, c'est à Liszt. Et en fait, le correspondant du journal américain lui demande « Qu'est-il advenu du livre que vous avez écrit, du manuel que vous avez écrit sur la technique pianistique
et que vous deviez remettre au Conservatoire de Genève. Est-ce qu'on peut... enfin, il a été écrit pour le Conservatoire de Genève. Est-ce qu'on peut en avoir un exemplaire? Où peut-on trouver cet exemplaire? Et Liszt va répondre qu'en fait, eh bien, le livre, il l'a donné à sa fille pour qu'elle en fasse ce qu'elle voulait. Parce que Liszt dira qu'il a réalisé qu'il préférait enseigner sa musique oralement à ses élèves et pas à travers un livre. Et puis donc, il y a les questions pour tous les autres musiciens. De là va s'en suivre eh bien, plusieurs manifestations d'interviews, c'est-à-dire qu'il y a une femme de la BBC qui demande à interviewer Rosemary, et cette interview de la BBC, de cette femme, eh bien, va faire boule de neige. Donc, il y aura une autre journaliste qui va venir lui poser des questions. Et de là, un autre monsieur de la BBC va demander à Rosemary si elle accepterait qu'il y ait un documentaire de fait sur elle, sur la manière dont elle reçoit la musique. Puis, la télévision va lui redemander encore un autre reportage. Et puis, par la suite, Philips va les contacter, la marque Philips, parce que eux, ils lui demandent de faire un enregistrement des compositions qu'elle reçoit. Et là, elle a des lettres de toutes parts qui arrivent, et ça y est, on parle d'elle. Donc le plan des compositeurs est en train de se mettre en place. Il voulait être connu mondialement, et effectivement, on parle de Rosemary Brown et de toutes ces musiques qu'elle reçoit des musiciens célèbres qui sont passés de l'autre côté. Donc, les compositeurs eh bien, sont enchantés du fait que, ça y est, on parle de Rosemary Brown. Alors maintenant, on va parler des conséquences de cette notoriété de Rosemary Brown. En fait, avec Liszt, au fur et à mesure des années, elle l'a quand même vue la première fois, elle avait 7 ans. D'ailleurs, c'est la seule fois où elle l'a vue en soutane, puisque à la fin de sa vie, Liszt était un abbé. Mais c'est la seule fois où elle l'a vue en soutane. Et elle dira qu'à chaque fois qu'elle voit Franz Liszt, il apparaît en costume, cravate, qu'il a même des cheveux un peu longs sur le côté, de chaque côté du visage, voilà. Mais donc il y a une amitié qui se lie entre eux au fil des années. Donc une amitié, une complicité qui se lie entre eux. Et quand elle a commencé à avoir cette notoriété, Liszt lui a dit je préfère vous avertir que ça va être une somme de souffrance assez importante, cette notoriété. Pourquoi? Parce que vous allez avoir affaire, on va vous ridiculiser, on va se moquer de vous, vous allez avoir une jalousie terrible de la part des autres, un scepticisme d'une violence inouïe, vous allez avoir certaines personnes qui vont vouloir vous exploiter, vous allez en avoir d'autres qui vont vouloir s'attribuer les œuvres que vous recevez. Donc, je préfère vous prévenir que vous aurez beaucoup, beaucoup de déboires. Et Rosemary dira que, effectivement, Liszt ne s'était pas trompé, parce qu'elle a souffert cruellement de l'attitude des gens vis-à-vis d'elle, par rapport à leur réaction, par rapport à leur manière de douter, par rapport à toutes ces méchancetés qu'elle a eues autour d'elle. Mais Liszt lui dira que si elle peut supporter les inconvénients de tout ce que cette notoriété va lui apporter, d'un autre côté, ça sera une grande valeur pour le monde, ce qu'elle reçoit, puisque ça sera l'occasion de faire comprendre au monde entier qu'on peut avoir un contact avec l'au-delà et qu'on peut recevoir des messages de l'au-delà, puisque là, elle reçoit des compositions, des nouvelles compositions. C'est-à-dire que les musiciens continuent à créer dans l'au-delà et transmettent à Rosemary. Donc il lui dit, Liszt lui dit, si vous arrivez à dépasser ces inconvénients, ça sera fantastique. Mais Rosemary dira aussi, je ne sais pas si j'avais su à quel point j'allais souffrir de toutes ces attaques, je ne sais pas si je l'aurais fait quand même. Et puis très vite, elle se reprend en disant « Mais Liszt prend sa mission tellement à cœur
Et c'est tellement beau de le voir convaincu de ce qu'il est en train de faire passer au monde entier, comme quoi il y a bien cette survie de l'âme, et bien que, oui, de toute façon, ça vaut la peine parce que je me rends compte du privilège que j'ai d'être celle, à travers qui les musiciens passent. Donc oui, de toute façon, la mission, je l'aurais faite. Mais elle dira aussi, il faut avoir toujours une évolution positive, toujours être dans la pensée positive et élever son niveau de conscience pour ne pas réagir aux attaques, pour rester toujours, contrôler ses actes et ne pas réagir aux circonstances, ne pas se mettre en colère, ne pas... Voilà, parce qu'elle a vraiment été terriblement blessée par toutes les attaques qu'elle a pu avoir. Donc elle dira que, en fait, maintenir toujours ses énergies de manière positive, c'est le plus compliqué sur Terre, mais qu'elle est obligée de le faire pour pouvoir tenir et se mettre au service toujours des musiciens. Et elle dira, le bonheur que j'ai dès que j'arrive à me mettre dans ces pensées positives, c'est que, Liszt et tous les autres musiciens m'aident à tenir et à dépasser tout ce que je peux entendre de difficile par rapport aux gens qui gravitent autour de moi. Et puis elle posera des questions à Liszt par rapport à l'au-delà. C'est-à-dire qu'elle va dire à Liszt, à un moment donné, mais est-ce que dans l'au-delà, tout le monde a le même niveau de conscience? Donc Liszt va lui expliquer que non, que tous les êtres qui passent de l'autre côté, bien sûr, n'ont pas ce même niveau de conscience. Et qu'il y en a même qui, arrivés à un certain niveau de conscience, ne s'intéressent plus du tout à la forme extérieure qu'ils ont pu avoir quand ils étaient avant sur Terre, disons. Ils ne s'intéressent plus du tout à ce corps qu'ils ont pu avoir. Et de là, Rosemary va poser une autre question à Liszt et va lui dire... Mais alors, s'ils n'ont plus besoin de cette apparence terrestre pour... mais comment ils font pour se reconnaître, en fait? Et là, Liszt répondra que c'est la perception de l'âme. Et il dira, en fait, quand une âme est en présence d'une autre âme, tout de suite, elle a la perception, elle reconnaît l'âme. C'est comme ça que ça se passe de l'autre côté. Et je trouve ça fantastique, parce que c'est exactement ce que les guides nous expliquent tout le temps. Qu'en fait, une âme, elle reconnaît l'autre âme par la présence, elle sait qui elle est, elle n'a pas besoin d'une forme. Vous voyez? Donc c'est fabuleux d'entendre que Liszt va expliquer ça aussi à Rosemary, alors que, par exemple, moi, c'est ce que je peux recevoir comme information des guides. Vous voyez? Donc ça montre bien à quel point elle a une ouverture médiumnique exceptionnelle, Rosemary Brown. Alors, elle va aussi poser une question à Liszt sur la réincarnation. Elle va lui dire, est-ce que vous pouvez me parler de la réincarnation? Et Liszt va lui dire, mais la réincarnation, c'est pas du tout comme vous pensez. C'est pas du tout ça, parce que ce n'est jamais la même personne qui revient. Donc, il lui explique qu'en fait, il y a l'âme, elle reste de l'autre côté, qu'il y a toujours une partie de soi qui reste de l'autre côté. Ben oui, ça on l'a déjà vu dans les différentes vidéos, quand on parle de l'essence d'être. Il y a toujours l'essence d'être qui reste de l'autre côté. Et il dira en fait que l'âme décide de refaire un parcours, mais ça ne sera jamais la même personne d'une vie à l'autre. Là, on parle de personne, puisque là, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que Liszt dira la personne n'aura jamais le même corps que la vie d'avant, le même cerveau, n'aura jamais les mêmes parents, n'aura jamais les mêmes ascendants, n'aura jamais la même vie et les mêmes épreuves à régler. Donc tout est différent. Seule l'âme reste la même, et bien sûr l'essence d'être. Mais seule l'âme reste la même, mais dès que l'âme est incarnée, la personne est totalement différente d'une vie à l'autre. Voilà la réincarnation. Et puis il ajoutera que, contrairement à ce qui peut être dit, aucune âme n'est forcée à se réincarner. Toute âme qui demande réincarnation, c'est de son propre gré. Et que donc, on ne force pas
une âme à venir refaire un parcours. Et là aussi, c'est intéressant, parce que c'est toujours les messages que j'ai pu recevoir des guides. Donc, vous voyez, on retrouve exactement les mêmes enseignements de part et d'autre et à des époques différentes. C'est toujours les mêmes enseignements qui reviennent. Qu'en fait, eh bien, voilà, on se réincarne si on le veut uniquement. Et Liszt se dira, dès que l'âme se transforme, se réincarne et devient, devient un être humain, eh bien, la raison pour laquelle elle s'est incarnée, elle l'oublie instantanément. Et ça, aussi, on nous le dit, à partir de l'âge de 1 an, tout est oublié, on ne sait plus pourquoi on s'est incarné. Alors, pour terminer par rapport à Rosemary Brown, je vous dirais qu'en fait, tous les compositeurs qui sont venus, tous les compositeurs qui sont passés, qui sont venus donner leur musique à Rosemary Brown, devaient passer la première fois avec Liszt. Liszt venait avec eux, parce que Liszt s'assurait que tout se passait bien. Rosemary, c'est un petit peu sa protégée quand même. Hein. Donc, il voulait s'assurer que tout allait bien se passer. Donc, la première fois, chaque musicien était accompagné de Liszt. Sauf un, Brahms, qui est venu très peu de fois et qui, lui, est venu tout seul, sans être accompagné de Liszt. Il faut savoir que quand Rosemary recevait sa musique, elle n'était pas en transe médiumnique. Hein. Elle était comme à n'importe quel autre moment. Elle n'avait pas un état particulier. Alors bien sûr, elle était en état médiumnique, mais je veux dire que c'était pas une transe, quoi. Elle écrivait la musique, ce qu'on lui dictait, elle le marquait, sans être dans un état spécifique, vous voyez, de transe. Donc ça, c'est important. Elle a quand même reçu entre 400 et 600 œuvres, des sonates, des symphonies. Elle a reçu des concertos, des opéras. C'est exceptionnel. Vous voyez, donc elle a reçu Liszt en premier, elle a reçu Bach. Alors elle dirait que Bach, c'était quelquefois plus difficile. Elle a reçu beaucoup Chopin, Mozart, donc Brahms. Elle a reçu Rachmaninoff aussi, Debussy, Berlioz. Exceptionnel. Alors, elle a reçu d'autres personnages en dehors des musiciens, mais ça, là, n'était pas le sujet. Donc voilà pourquoi je ne vous en parle pas. Mais elle a eu des contacts avec d'autres êtres aussi. Hein. Mais ce n'était pas le sujet de la vidéo, donc je ne vous parle pas de ça. Mais elle dira aussi que chaque musicien avait sa façon de venir lui passer la musique. Liszt se servait de ses mains. Il contrôlait les mains de Rosemary. Alors que Chopin, lui, il articulait les doigts de Rosemary sur le clavier. Bach et Beethoven, eux, en fait, ils énonçaient le nom de chaque note. Il y avait, alors je ne sais plus lequel, il y avait aussi Schubert. Schubert, lui, chantonnait la musique. Et ce qui est important, c'est qu'elle était anglaise, Rosemary, et qu'en fait, chaque compositeur, elle le recevait tout ce qu'il pouvait donner comme musique, tout ce qu'il pouvait donner comme enseignement en anglais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Rosemary ? Moi, je suis quand même toujours très étonnée, parce que si vous parlez aujourd'hui de Rosemary Brown, pratiquement personne ne la connaît, alors qu'elle est contemporaine. Hein. Et en fait, elle a tellement été soupçonnée de supercherie, critiquée, je trouve tellement dommage, mais elle était française en même temps, hein, donc la médiumnité, on en revient toujours pareil, la médiumnité en France. Hein. Y a des pays où la médiumnité, on vit avec, il n'y a aucun souci. Mais ce côté cartésianisme français fait que elle en a tellement souffert, elle en a parlé, hein, de tout ce doute qu'on a mis sur elle. Et vous savez, je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai la couverture du livre de Rosemary, si vous vous êtes intéressé pour lire sur la vie de Rosemary. Là, vous êtes en train d'écouter ma petite chienne qui s'est réveillée et qui fait des petits pas dans le studio. Mais si vous avez l'occasion de lire le livre, voilà, je vous donnerai le titre. Mais j'ai eu la curiosité d'aller voir sur Internet ce qu'on disait de Rosemary. J'ai pas été jusqu'au bout, quoi. Parce que, en fait, cette femme exceptionnelle,
qui a souffert, qui a eu une vie quand même extrêmement difficile, et qui a souffert par rapport à toutes les critiques, toutes les jalousies, tout le scepticisme, tous les gens qui ont voulu abuser d'elle. Eh bien, en fait, sur Internet, on en est toujours à parler que peut-être elle a reçu, mais que peut-être, en fait, elle devait avoir une connaissance musicale, que c'était, bah oui, qu'elle faisait croire qu'elle n'avait pas, mais qu'elle avait cette connaissance. Enfin, je me dis, c'est terrible. C'est terrible de voir que cette femme qui a tout donné sa vie aux musiciens pour qu'on comprenne qu'il y avait cette médiumnité, cette possibilité de communiquer d'un monde à l'autre, eh ben, qu'elle a souffert toute sa vie de ça, en fait. Et puis, dans les années 80, parce que la grande notoriété, ça a été fin des années 60 et toutes les années 70. Dans les années 80, 90, elle a commencé à être un peu souffrante. Donc, elle a reçu de moins en moins de la part des musiciens. Mais voyez cette vie qu'elle a eue, en fait, de souffrance pour être décriée. Alors, un petit peu pas pareil que Edgar Cayce, parce qu'Edgar Cayce, quand même, il a été reconnu. Mais il a eu une vie de souffrance aussi, Edgar Cayce. Hein. Et ben, puis, Rosemary, ben, elle est partie, elle a quitté la Terre le 16 novembre 2001. Donc, 16 novembre 2001, il n'y a que 23 ans, vous voyez. Et ça fait même pas 24 ans encore qu'elle a quitté cette terre. Donc c'est vraiment contemporain. Et Rosemary, on n'entend pratiquement plus parler. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir, par contre, aller écouter plutôt, pas voir, aller écouter sur Internet. Vous tapez Rosemary Brown et vous pouvez écouter la composition de ces musiciens à travers Rosemary Brown. Vous pouvez l'écouter. On a encore accès à ça. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Écouter ce qu'elle a reçu et de la manière dont elle jouait alors qu'elle ne connaissait pas le piano, de la manière dont les musiciens la faisaient jouer. C'est ça l'extraordinaire. Et moi, je dirais merci, madame. Merci de nous avoir permis de continuer à écouter la musique des plus grands musiciens qu'on a pu avoir de tous les temps. Merci, madame, d'avoir consacré votre vie à nous faire passer ces œuvres à travers votre médiumnité. Voilà ce que je voulais vous dire sur Rosemary. J'espère que sa vie vous a plu et que ça vous donnera envie d'en savoir davantage sur elle. Je vous remercie. Le prochain personnage, je ne sais pas encore qui il sera, du 19e ou du 20e, mais je vous donne rendez-vous très, très prochainement pour une nouvelle vie et une nouvelle vie consacrée à la médiumnité, à une nouvelle vie d'une personne importante du 19 ou du 20e siècle. Merci à vous, à très vite. Voici le livre dont je vous ai parlé. En fait, je me suis servi de ce livre pour avoir beaucoup de renseignements par rapport à la vie de Rosemary Brown. Et il est vraiment passionnant.